Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Alors, nous sommes ravis, Suzy, Sonia et moi, d'ouvrir ce café IA que nous avons conçu de manière assez interactive. Vous allez voir qu'il y a 2 quiz. On va commencer par parler de l'intelligence artificielle au global. L'IA, c'est quoi? Avec un petit quiz culture. Et puis, parler un petit peu d'IA et de quoi il s'agit. Et ensuite, on va zoomer sur l'IA et l'éthique, qui est un sujet brûlant. Donc, de quoi s'agit-il avec un support de carte mentale? Et puis, on va vous faire travailler de nouveau avec quelques dilemmes. Démarrons avec le quiz culture. Sonia? Oui, bonjour. Merci Hélène. Donc, vous m'entendez? Donc, effectivement, nous allons vous proposer en guise d'échauffement un petit quiz de culture générale, en quelque sorte, autour du thème de l'IA et de l'informatique. Je vais vous proposer les 4 questions et nous vous laisserons environ 30 secondes pour voter et ensuite, nous discuterons des résultats. Alors, la première question, c'est qui a réalisé le premier programme informatique de l'histoire de l'humanité? Hedy Lamarr, Nicole Rennes-Lepaute, Grace Hopper ou Ada Lovelace? Question suivante. Merci. Qui a conçu le premier compilateur en 1951? Alan Turing, Grace Hopper, Charles Babbage ou John von Neumann? Là, après l'histoire, revenons à nous. Quel est le pourcentage de la population mondiale qui code ou qui construit les algorithmes? Moins de 0,5%, 0,5 à 1%, 1,5, de 1 à 5, pardon, ou supérieur à 5? Voilà. Et dernière question, quel est le pourcentage de femmes qui travaillent dans l'IA en France? Quand on entend travail en l'IA, on entend les métiers techniques. Moins de 10%, 10 à 15%, 15 à 20% ou plus de 20%? Non, je crois qu'on peut lancer le vote, Suzy? Oui. Alors, vous allez avoir une fenêtre qui va apparaître et il va falloir sélectionner les réponses. Donc 30 secondes et puis j'arrête le sondage. Go. Alors normalement, vous avez une fenêtre qui est apparue. Je ne vois pas de vote pour l'instant, donc il va falloir sélectionner les réponses. Voilà. Je vois qu'il y a 3 personnes qui ont répondu, 4, 5. Allez-y, répondez. N'hésitez pas. Encore quelques secondes. Très bien, je vais mettre fin au vote. 3, 2, 1, 0. Alors, je vais partager les résultats. Voilà. C'est intéressant. D'accord. Alors, le vote 1, vous êtes une majorité à avoir trouvé la bonne réponse. Effectivement, c'est Ada Lovelace. Parlons quand même un peu des autres, qui sont très importantes en histoire des sciences. Hedy Lamarr, les cinéphiles la connaissent parce que c'était une bombe sexuelle dans les années 30 à Hollywood. Mais c'est elle aussi, c'était une inventrice. Elle a créé les codes qui plus tard ont développé le GPS et le Wi-Fi. On peut dire que c'est l'inventrice du Wi-Fi aussi. En plus d'avoir fait des films dans les années 30. Deuxièmement, Nicole Rennes-Lepaute, c'est une scientifique du siècle des Lumières, une contemporaine d'Émilie du Châtelet, une astronome qui a calculé la trajectoire de la comète de Halley. Grace Hopper, donc aussi informaticienne. Et je peux dire que c'était aussi une IBMeuse, donc Hélène et moi, on est des collègues de Grace Hopper, ce qui est super cool. Et dernièrement, vous avez trouvé Ada Lovelace, qui a donc été la créatrice du premier programme informatique sur la machine de Charles Babbage, qui me conduit à la slide numéro 2, vote numéro 2, pardon. Suzy?
Merci. Donc, qui a conçu le premier compilateur? Vous êtes une majorité à dire que c'est Alan Turing. Eh bien non, c'est Grace Hopper, celle de la première diapo. Donc, parlons un peu des autres. Alan Turing, je pense que vous connaissez tous le père de l'intelligence artificielle, on dit parfois, en anglais, qui a été persécuté pour son homosexualité, en 1951, qui s'est suicidé, et qui maintenant sera sur l'effigie des billets de 50 livres. Charles Babbage a construit une machine à calcul qui a servi de modèle de galop d'essai pour Ada Lovelace pour son premier programme, qu'on a vu dans la diapo précédente. Johann von Neumann, économiste et théoricien. Vous devez connaître sûrement tous la théorie des jeux. C'est le père de la théorie des jeux. Merci. Troisième vote, je regarde. Vous êtes optimiste en fait, parce qu'une majorité a trouvé que c'était 1 à 5%, et malheureusement, c'est la première réponse, 0,5%. C'est d'après un cabinet d'une société d'analystes qui s'appelle Slash Data, les chiffres datent de 2019. Moins de 0,5% de la population mondiale code ou construit des algorithmes. Et vote numéro 4. Là, vous êtes pessimiste. Une majorité d'entre vous a pensé que la première réponse était la bonne. En fait, c'est la deuxième, 10 à 15%. Plus exactement 12%, et le pourcentage de femmes qui travaillent dans des métiers techniques dans l'IA. La source, c'est une étude de Gender Gap qui date de 2020. Hélène, je te repasse la parole. Et merci à tout le monde pour avoir participé au sondage. Très bien. Alors, on va regarder un petit peu de quoi on parle finalement, l'intelligence artificielle. De quoi s'agit-il? Alors, si on regarde au niveau macro, l'intelligence artificielle à l'origine, quand ça a été inventé, on va dire au milieu du siècle dernier, l'idée c'était d'imiter le cerveau humain et donc de faire des systèmes informatiques, des systèmes techniques qui réalisent des tâches que fait le cerveau humain. Maintenant, en fait, ça a beaucoup évolué, le champ de recherche s'est étoffé, ça s'est diversifié. Et donc, on peut dire aujourd'hui que c'est l'ensemble des technologies assez sophistiquées qui vont permettre d'exécuter un certain nombre de tâches, typiquement la classification d'images, l'analyse de texte, de données, ce qu'on appelle non structurées, c'est-à-dire textuelles, l'analyse de la voix aussi. Donc, voilà, ça sont la robotique, tout ce qui est mouvement dans la robotique. Donc, ce sont différents champs de l'intelligence artificielle. Et dans l'ensemble de ces techniques, il y a un sous-ensemble qui est très populaire, qui s'appelle le machine learning, pareil, qui a pas mal d'années, et en particulier un sous-ensemble qui est le deep learning. Mais ce qui est intéressant, c'est que grâce à ces nouvelles technologies, on a vraiment franchi un cap. Donc, si on regarde par rapport à l'informatique qu'on connaît au sens classique du terme, la programmation classique qui est toujours utilisée. Si vos enfants apprennent Scratch à l'école ou si vous êtes développeur ou développeuse en Python ou en C ou en Java, etc., c'est déterministe. C'est-à-dire qu'on a typiquement du if, then, else. Si on prend l'exemple des véhicules, si un véhicule a 2 roues et qu'il a des pédales, alors c'est un vélo. S'il a 2 roues et qu'il n'a pas de pédales, mais qu'il a un guidon, alors c'est une trottinette ou un skateboard. Et s'il a 4 roues, alors c'est une voiture. Donc là, on maîtrise tout, on explique tout et on a les données et les règles qui donnent un résultat. Si on se projette maintenant dans l'apprentissage automatique, là, on est en logique probabiliste. On va changer complètement la manière de faire les choses. On a toujours un programme informatique au milieu, mais qui doit être entraîné pour apprendre à être utile. Donc, typiquement, ce moteur de machine learning ou d'apprentissage automatique, on va l'entraîner avec un certain nombre d'images, si on fait de la classification. Donc là, vous voyez des images de vélos, de trottinettes, de voitures et de skateboards qui ont été étiquetées. Donc, on donne à la fois les données, les images, et le résultat, l'étiquetage, au moteur de machine learning, et il va s'autopondérer pour arriver au bon résultat.
Et donc, c'est là où on change complètement de logique. C'est là aussi où on voit que pour avoir des moteurs de machine learning qui sont exacts, pertinents, il va falloir qu'on les entraîne avec énormément de données. Parce que des vélos, il y en a des grands, des petits, de face, de profil, par temps sombre, par temps clair, etc. Donc, on a besoin d'avoir une base de données, enfin une base de connaissances d'entraînement qui est représentative du problème qu'on veut traiter pour arriver à avoir un niveau de performance du modèle qui est suffisant. Alors, pourquoi ça a explosé dernièrement, ces techniques d'intelligence artificielle? C'est parce que, comme on a besoin de beaucoup de données pour les entraîner, effectivement, ça correspond au sens du monde depuis quelques temps, depuis quelques dizaines d'années, l'explosion des données qui sont générées. Et alors, vous avez des exemples là en termes de réseaux sociaux, etc. Mais de manière plus globale, en fait, les données, la quantification en données de tous les aspects de nos vies, en fait, a été vraiment multipliée de manière drastique ces derniers temps. Et donc ça nous donne le carburant, on va dire, pour ces moteurs de machine learning. Alors, ce n'est pas magique, hein. Si on pense aux outils de voitures autonomes, pour les entraîner avec des images qui correspondent à tout ce que la voiture va pouvoir voir quand elle se déplace dans une ville, par exemple, il faut qu'on ait énormément de personnes, d'abord des humains, et puis après, on commence à robotiser ça un petit peu, qui labellisent. Ça, c'est un passage piéton, ça, c'est un immeuble, etc. Donc, il y a un gros travail en amont. Mais une fois qu'on a fait ça, on a des systèmes qui sont très, très pertinents. Et d'autant plus pertinents qu'on a des puissances de calcul qui sont de plus en plus importantes, et notamment de l'accélération avec des processeurs spécialisés dans le calcul graphique qui s'appellent des GPU, et qui nous permettent de faire à la fois cet entraînement et l'inférence, donc l'entraînement au début du modèle, et puis la reconnaissance, l'exécution, qui sont beaucoup plus efficaces. Quand le deep learning a été inventé il y a une vingtaine d'années par Yann LeCun et ses collègues, en fait, ce n'était pas exploitable parce que ça prenait beaucoup trop de temps, en fait. Alors que maintenant, c'est non seulement exploitable, mais en production dans plein d'aspects de notre vie. Et les algorithmes, il y a une amélioration continue. Quand on est data scientist, on est mathématicien au départ, mais on a aussi tout un apprentissage des différents types de modèles, de types de modèles qui est très, très important. Enfin, c'est un master en 5 ans. Hein, donc, c'est vraiment des choses qui sont très évolutives et très actives. Et comme il y a une grosse communauté internationale, en fait, les différentes équipes de recherche s'échangent les informations et donc on améliore de manière vraiment drastique et très importante. Donc voilà un petit peu un panorama de ce qu'on peut dire sur l'intelligence artificielle. De quoi parle-t-on? Alors maintenant, si on zoome un petit peu sur l'IA et l'éthique. Pour zoomer là-dessus, je vais utiliser un support qui est donc une carte mentale qui va me permettre de naviguer dans les différents sujets. Alors d'abord, de quoi parle-t-on? Quand on parle d'éthique, oubliez l'IA, on peut parler de l'ensemble des comportements qui maintiennent une société. Ou vous avez d'autres exemples là de définition, les règles et les normes de comportement d'un groupe humain. Quand on s'applique à un domaine particulier, ça peut être l'ensemble des principes et des règles de conduite propres à une profession ou à un secteur d'activité. Donc, dans notre cas, l'IA. Donc, on commence à voir là que, certes, il y a de la technologie, mais il n'y a pas que de la technologie. C'est aussi sur quelles règles on s'accorde. Alors, pourquoi ça nous touche, nous qui travaillons dans l'IA? Mais parce que quand on regarde des systèmes d'intelligence artificielle qui ont été expérimentés les dernières années, eh bien, il y a eu des ratés incroyables. Premier exemple, en 2016, Microsoft sort un agent virtuel, donc en fait un agent conversationnel, un chatbot. Vous conversez avec lui, il s'appelle Tay, lui ou elle d'ailleurs, je ne sais pas si c'était personnifié.
Et puis, c'est très sympa. On a des réponses, des fois rigolotes, assez pertinentes. Sauf que il y a un groupe d'activistes qui a décidé de l'entraîner pour tenir des propos racistes. Et donc, ils ont envoyé un certain nombre de conversations avec des remarques très extrémistes. Et comme l'assistant virtuel était paramétré pour apprendre de ces interactions, eh bien, il est devenu effectivement, en moins de 24 heures, raciste et sexiste. Et alors, même si j'arrivais, moi, avec pas du tout de propos particulièrement outranciers dans un sens ou dans l'autre, dans le flot de la conversation simple, je me prenais ces retours. Donc là, évidemment, Microsoft a débranché ça dès qu'on s'est rendu compte de ça. Là, ce qu'on apprend, c'est qu'il faut un petit peu des garde-fous. Deuxième exemple, Google Photos en 2016, donc Google Photos est un service qui permet d'étiqueter. Quand vous publiez une photo, il va vous étiqueter ça comme, voilà, là c'est des immeubles, une ville, etc. Et puis, il y a quelqu'un qui a publié une photo de ses amis. Et l'étiquette qui a été mise par Google Photos, c'était gorille. Or, les amis en question, ce n'étaient pas du tout des gorilles, simplement, c'était des personnes à la peau sombre. Et donc, évidemment, tollé immédiat, Google a débranché ça aussi. Et donc là, on voit que le moteur d'intelligence artificielle, il n'est pas de manière intentionnelle raciste, évidemment, mais par contre, il y a des mécanismes là-dessous qu'il faut qu'on cherche à comprendre, parce que d'un point de vue humain, ça nous choque et ce n'est pas acceptable. Donc, allons creuser un petit peu. Troisième exemple, Amazon, entre 2014 et 2018, a expérimenté un moteur de tri en fait, des candidatures. Et ça nous intéresse dans le contexte du colloque du Cercle Interrel, parce que ce dont on s'est rendu compte, c'est que ce moteur en question n'était pas équitable entre les hommes et les femmes, puisqu'il discréditait les candidatures féminines. Pourquoi ? Parce que historiquement, en fait, il y avait eu beaucoup, c'était pour des métiers techniques, et il y avait eu une surreprésentation en fait masculine dans ces métiers. Donc, voilà, on a un certain nombre de ratés, de gros ratés médiatiques. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence par soulever le capot, on va dire. Parler de qu'est-ce que c'est qu'un biais implicite. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un biais? En fait, un biais, c'est une manière, ça découle de notre culture, de ce qu'on a appris, de notre vécu. Donc, c'est de l'information qui préexistait. Et en fait, on en a besoin. Sans ça, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de culture. Par contre, le biais peut être problématique quand l'information qui existait est comment dire, agressive. Enfin, en tout cas, fait du tort à des gens. Typiquement, mon exemple d'Amazon, ça fait du tort puisque à 2 CV exacts, enfin, exactement les mêmes qualifications, eh bien, un homme va être préféré par rapport à une femme. Donc là, on a un souci. Donc, quand on peut parler de biais négatifs ou de préjugés. Donc, quand on regarde ces préjugés, du point de vue des individus, ce qu'il faut réaliser, c'est que nous tous, nous toutes, sans aucune exception, nous avons des biais cognitifs. Alors, si on parle à des psychologues, ils estiment qu'il y a environ 180, vous regardez sur Wikipédia, vous les trouverez, des biais cognitifs qui sont reconnus par les sciences de la psychologie. Et donc, un exemple assez connu, c'est le biais de confirmation. Quand on est convaincu de quelque chose et on voit passer un article de journal ou une vidéo qui nous conforte dans nos convictions, on a tendance à juger ça plus pertinent ou plus crédible qu'un article qui va contrer nos croyances. Donc ça, on peut bien le sentir, on peut bien s'en rendre compte. Mais il y en a plein, des biais cognitifs comme ça. Et alors, pour s'en rendre compte de manière scientifique, on peut passer le Implicit Association Test. Vous avez ici le lien sur le site de l'Université d'Harvard. Et là, c'est très intéressant parce que chacun d'entre nous, on est convaincu d'être peu biaisé. On sait qu'on est forcément un peu biaisé, mais d'être quand même peu biaisé. On est quand même assez objectif.
Eh bien, en fait, quand on fait ces tests-là, alors il y en a toute une palanquée, hein, entre 15 et 20, et notamment, il y en a 2 qui sont liés au genre, et bien, on se rend compte que même nous, on n'est pas libérés de ces biais. Et je vais vous étonner, moi qui suis très active dans la transmission de ma passion pour les technologies vers les jeunes filles, je vais dans les lycées en parler, etc. J'ai fait le test d'association entre le genre et les matières technologiques. Eh bien, j'ai un biais en faveur des hommes et de la technologie. Donc, pour moi, c'était assez choquant. Et je pense que c'est intéressant qu'on le fasse tous et toutes, parce que notamment quand on dit à nos collègues masculins, tu fais une différence. Je dis, ah, mais non, moi je ne fais pas de différence entre les hommes et les femmes. Ok, tu fais le test. Et puis après, on en rediscute parce qu'on n'en est pas conscient. Donc oui, ce n'est pas volontaire, mais il faut prendre conscience que ça existe. Et il y a plein de raisons. Enfin, je veux dire, c'est la faute de personne. Hein. C'est ce qu'on a lu, c'est ce qu'on a entendu, c'est la manière dont on a été élevé, c'est ce qu'on a entendu à l'école, les jouets avec lesquels on a joué. Enfin, c'est très, très, très profond. Mais une fois que c'est intériorisé, il faut qu'on en prenne conscience parce que on les retrouve dans les systèmes d'IA. Alors, on les retrouve, par exemple, en termes de biais culturels. Donc, je vais vous prendre un exemple de Family Screening Tool, puisqu'on parlera de Compass un petit peu plus loin. Ça, c'est un exemple qui a… Donc, on a utilisé un moteur d'IA pour juger en fait de la qualité, on va dire, des familles qui accueillent des jeunes qui sont placés. Et en fait, on se rend compte qu'on n'a pas du tout les mêmes résultats selon le type de famille. Et donc ça pose un souci parce que ça veut dire que quand on place un enfant, on ne va pas avoir les bonnes clés de prise de décision qui seraient complètement équitables, indépendamment de la famille, indépendamment de l'enfant. Plus classiquement, on va avoir un problème de données d'entraînement qui n'est pas représentatif pour les machine learning. Donc là, c'est mon exemple de Google Photos avec les photos de mes amis à la peau foncée. En fait, on avait, quand on a regardé le jeu d'entraînement qui avait été utilisé par Google, il y avait un nombre de visages, mais beaucoup plus important de personnes à la peau claire. Et donc, le modèle était beaucoup plus pertinent pour les personnes à la peau claire. Donc là, on a un problème de jeux de données qui ont entraîné les systèmes de machine learning. Et puis, sur un jeu de données ultra célèbre dans le domaine de l'intelligence artificielle, ImageNet, eh bien, Kate Crawford, en 2019, a fait un audit de cette banque de données et elle s'est rendue compte que la labellisation, enfin l'étiquetage qui avait été fait, était plein de biais cognitifs. Donc, rappelez-vous mon petit exemple sur les trottinettes et les voitures. Eh bien, vous voyez qu'on a, on est dépendant de la qualité de l'étiquetage pour la qualité du moteur de machine learning. Donc, si on a un problème dans l'étiquetage, on va le retrouver dans les systèmes d'IA. Alors, on a plusieurs manières d'adresser ces biais. L'une des manières, et on le retrouve d'ailleurs dans le pacte Femmes et IA, c'est d'avoir des équipes qui sont les plus diverses possibles. Donc là, je vous donne un exemple, une société qui s'appelle Affectiva, qui n'avait pas du tout d'image de femmes voilées dans son jeu de données. Et en fait, c'est leurs collègues qui sont basés au Caire qui s'en sont rendus compte. Et donc là, le fait d'avoir une équipe diverse, ça a permis de lever un angle mort en fait qu'ils avaient. Donc maintenant qu'on comprend mieux les biais implicites, qu'est-ce qu'on fait pour le traiter? Alors du point de vue des fournisseurs d'IA, en fait, il y a des boards d'éthique qui sont mis en place dans les entreprises. Et surtout, il y a de la technologie. Donc, du point de vue de la technologie, on monitore tout ce qui est fairness, donc équité des modèles, l'explicabilité, donc le fait que quand une décision ou une recommandation est faite, on sache remonter à pourquoi cette décision a été faite. La robustesse, donc ça c'est le fait qu'on ne puisse pas attaquer un moteur d'intelligence artificielle.
et de la transparence. Donc ça, c'est ce qu'on fait au niveau de la technologie. Mais au-delà de la technologie, quand on veut réfléchir à l'éthique, il est intéressant d'avoir une approche pluridisciplinaire des choses. Et donc là, on a tout un ensemble de think tanks. Alors certains sont ancrés dans un pays, certains sont globaux, certains sont une association de différentes entreprises. Moi, j'aime beaucoup Kate Crawford, elle est passionnante dans ses explications du biais et elle a fondé l'AI Now Institute. Mais on a aussi le Partnership on AI, qui est une association initialement fondée avec Facebook, Apple, Amazon, DeepMind et puis IBM, et puis qui maintenant élargit à des centaines de partenaires, qui justement essaient de se mettre d'accord et de réfléchir à ces sujets pour minimiser ce problème. Alors, on pourrait en rentrer dans chacun de ces think tanks, mais il est intéressant quand même de parler du cercle Interrel et donc du pacte femmes et IA pour une IA responsable et non sexiste qui édicte 7 principes. Et d'ailleurs, la session qu'on a là, le Café de l'IA, c'est l'une des raisons d'être de ce groupe de travail puisqu'on veut sensibiliser à ces questions le maximum de personnes. Donc voilà pour les think tanks. Alors, du point de vue des gouvernements, je tiens à signaler l'Union européenne qui est très, très active dans le domaine. Alors évidemment, du point de vue de la protection des données personnelles, on connaît la RGPD en 2018 qui nous permet d'avoir accès aux données que les entreprises stockent sur nous. Mais ils ont étendu cette logique-là en se disant finalement, l'intelligence artificielle, elle ne va pas se réguler d'elle-même, de la même manière que les données, enfin les entreprises et la gestion des données, ça ne va pas se réguler soi-même. Donc, on a besoin de mettre en face des pratiques, on a besoin de mettre des règles. Alors, je ne vais pas dire des lois parce que selon le niveau, si c'est au niveau d'un pays, ça va être des lois. Si c'est au niveau supraétatique, ça va plutôt être des règles de conduite. Mais en tout cas, des principes sur lesquels on s'accorde et qui vont être adossés à des conséquences négatives si on ne les suit pas. Donc, la manière dont l'Union européenne le voit, donc les modèles de machine learning doivent respecter la loi. Donc ça veut dire dans chacun des pays où ils opèrent, ce qui n'est pas évident. Parce que la majorité des sociétés d'intelligence artificielle sont des multinationales. Donc, elles opèrent dans tous les pays. Et donc, il peut y avoir un barycentre, alors soit américain, soit chinois, du fait du siège social de ces entreprises, qui font qu'on va avoir des choix par défaut qui seront teintés de la culture d'un pays. Donc, on doit respecter les lois dans chacun des pays. On doit être éthique et on doit être robuste. Donc ça, c'est un début. Il y a aussi des réflexions, des livres blancs plus particuliers à un domaine donné. Donc, j'ai pris l'exemple là du Parlement européen qui a sorti un papier tout récemment, il y a 3 mois, sur l'utilisation militaire de l'intelligence artificielle. Donc là, c'est toute la question des SALA, des systèmes d'armes automatiques, des systèmes mortels, je crois que c'est System Autonomous Lethal Arms, donc les armes automatiques, les robots tueurs, finalement. Et donc là, aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à se mettre tous d'accord au niveau de l'ONU, au niveau global, pour ne pas utiliser ces systèmes. Mais il y a pas mal il y a une volonté de plusieurs acteurs de faire qu'on se mette d'accord là-dessus, Donc ça, c'est du point de vue des gouvernements. Alors, les médias, je passe dessus rapidement parce que si vous êtes cinéphile, probablement vous avez connaissance d'un certain nombre de films sur le sujet. Hollywood est très friand de mettre l'IA en scène, notamment comme robot dangereux, etc. Donc, ce qui est intéressant, je voulais reparler un petit peu des 3 règles de la robotique d'Isaac Asimov, parce que ça date d'il y a pas mal de dizaines d'années et pourtant, on en parle encore et c'est toujours un principe auquel on se réfère. Et puis, plus récemment, un documentaire de Social Dilemma qui est sorti et qui fait témoigner en fait des gens qui ont travaillé dans l'IA, qui connaissent ces sujets de très près et qui nous ramène à quel est le but qu'on veut servir.
Et enfin, la recherche. Alors là, il y a pléthore, hein, pléthore. C'est un domaine qui est vraiment très, très dynamique à l'heure actuelle. Et là, vous voyez qu'on a des philosophes, on a des juristes. C'est vraiment un domaine qui est pluridisciplinaire, passionnant. Vous avez quelques pointeurs ici, airegulation.com, que vous pouvez aller regarder. Mais là-dedans, en fait, on voit que il y a à la fois des aspects techniques, des aspects juridiques, des aspects philosophiques. Et donc, c'est vraiment des équipes pluridisciplinaires qui vont arriver à adresser ce défi. Alors, dans le domaine académique, il y a un projet qui est passionnant, qui s'appelle le Moral Machine, la machine morale, qui a été démarré en 2018 en fait par le MIT et le CNRS. Et Suzy, il me semble qu'on va jeter un coup d'œil un petit peu plus précis à ce projet. Oui, merci Hélène. Alors, si on regarde tout ce qui vient d'être dit, et notamment la mention de Hélène sur les armes létales, donc l'IA vient en soutien et même prend le contrôle d'activités humaines de plus en plus complexes à un rythme qui est croissant. Et l'autonomie accrue qui est accordée à l'intelligence artificielle dans certains scénarios peut donner lieu à des situations dans lesquelles les machines doivent faire des choix autonomes et qui impliquent ou qui impactent des vies humaines. Donc, cela nécessite non seulement une meilleure compréhension de la façon avec laquelle les êtres humains font de tels choix, mais aussi une compréhension qui va être plus claire de la manière avec laquelle les humains perçoivent l'intelligence artificielle, l'intelligence de la machine qui fait de tels choix. Donc, c'est le cas, effectivement, Hélène, des voitures autonomes sur les routes publiques ou bien des roquettes à pilotage automatique visant des cibles identifiées de manière autonome. Donc, nous vous proposons, à travers quelques dilemmes, de percevoir la complexité du sujet de l'éthique et de l'IA. Donc, commençons par la machine morale qu'évoquait Hélène. Voilà. Donc, c'est une plateforme qui compile différentes perspectives humaines sur les décisions morales prises par les machines intelligentes, comme les voitures autonomes. Donc, la plateforme présente plusieurs dilemmes moraux où une voiture autonome doit choisir le moindre de deux mots. Alors, bon, qui heurter en cas de défaillance? Doit-on heurter un piéton plutôt qu'un animal, un sans-abri plutôt qu'un cadre, une femme enceinte ou un enfant, ou un médecin, ou une personne en surpoids, etc., etc. Donc, nous avons choisi ici un exemple parmi tant d'autres. Donc, en cas de défaillance du système de frein, la voiture doit-elle continuer tout droit et heurter un enfant, sachant que l'enfant traverse un feu piéton rouge, ou bien dévier de manière intentionnelle de sa trajectoire et heurter un adulte qui traverse au feu vert? Donc, vous serez amené à répondre, comme tout à l'heure, à un système de sondage. Donc maintenant, nous avons transposé un peu cet exemple dans un autre cas pratique. Donc cette fois-ci, nous sommes en France, dans un village dans la campagne. Et il y a une manifestation, elle n'a pas été déclarée à la préfecture, les routes n'ont pas été balisées et une voiture autonome s'embarque sur cette route. Ici aussi, en cas de défaillance de frein, que doit faire la voiture autonome? Doit-elle continuer tout droit et heurter une vache, ou bien dévier de sa trajectoire et heurter un manifestant? La réponse paraît évidente. Maintenant, slide suivant, nous allons changer un paramètre. Cette fois-ci, nous sommes en Inde et non plus en France. Vous savez peut-être, la vache est considérée par une grande frange de la population comme étant sacrée. Et Gandhi a même écrit « La mère vache est à plusieurs égards meilleure que la mère qui nous a donné naissance ». Donc, sachant cela, en cas de défaillance des freins, que doit faire la voiture autonome? Continuer vers l'avant et heurter une vache sacrée, ou bien dévier de sa trajectoire et heurter un marchand?
C'est tout de suite un peu moins évident si l'on se place dans la situation de l'Indien qui est croyant aux vaches sacrées. Troisième exemple, prenons cette fois, quatrième même, prenons cette fois un exemple qui touche à l'individu dans le milieu carcéral. Donc, la Finlande et les États-Unis ont de plus en plus recours à des algorithmes dans leur système de justice, avec par exemple le logiciel américain Compass, qui mesure le risque de récidive des prévenus. Donc ici, c'est un vrai exemple. Donc, nous avons Vernon, 41 ans. Donc, lui a effectué en 2013 un vol mineur. Son casier mentionnait alors, lors de son arrestation, 2 infractions antérieures pour vol à main armée, remontant à 98 et 2006. Brisha, elle, est plus jeune, elle a 18 ans. Elle a volé avec une amie un vélo et un scooter qui n'étaient pas attachés dans la rue. Lorsqu'elles ont été surprises, elles ont lâché le vélo et le scooter, elles se sont enfuies. Leur casier, enfin le casier de Brisha à l'époque mentionnait 4 délits juvéniles antérieurs. Donc, à votre avis, d'après le logiciel Compass, qui entre Vernon et Brisha a été classé avec le risque le plus élevé de récidive? Donc, comme tout à l'heure, je vais lancer le système de voting et puis vous aurez une trentaine de secondes pour répondre au sondage. Donc, allons-y. Alors, j'espère que vous voyez le sondage. Je ne vois pas encore de réponse. N'hésitez pas à voter. On le voit, Suzy. C'est bon. D'accord, ça commence. Ça commence. Une personne a voté. C'est moi d'ailleurs. Voilà. Allez, plus que quelques secondes. Allez, un petit décompte. Ça arrive, la moitié des personnes ont voté. Allez, encore 2-3 secondes. Pour les derniers, les dernières. 4, 3, 2, 1, 0. Alors, vous voyez les résultats. Donc, de manière intéressante, donc qu'est-ce que l'on voit? Sur la première réponse, il y a quand même 63% qui dévient vers l'adulte, 38% qui continuent vers l'enfant. Dans la réponse 2, une grosse majorité continue vers la vache. Dans la réponse 3, c'est un peu plus mitigé puisqu'on descend à 63%. Et puis, pour le logiciel Compass, nous avons une quasi-égalité entre les deux, entre Vernon et Brisha, avec Vernon qui prend un peu l'avantage à 53%. Eh bien, c'est intéressant. Donc, je vais vous donner un peu plus de matière là-dessus. Donc, si on prend l'étude complète en fait, de la Moral Machine que vous pouvez faire sur le site qui est mentionné sur le slide. Donc, l'étude complète, elle compte une dizaine de questions sur plusieurs scénarios et elle montre qu'il existe une grande disparité dans les résultats obtenus selon les pays et selon les personnes. Donc, la question que l'on se pose, c'est est-ce que l'on peut définir des règles morales et notamment une hiérarchie des niveaux de vie qui soit universelle? Donc, on a vu là déjà que sur un petit échantillon de personnes en France, nous avons déjà des disparités dans, entre guillemets, les réponses aux dilemmes moraux qu'on vous a proposés. La question n'est pas simple. Donc, selon l'étude et les résultats obtenus par la Moral Machine, il se dégage tout de même 3 grands principes autour desquels il y a un consensus global.
Donc, tout d'abord, en premier, sauver les humains au détriment des enfants. En deuxième, sauver le plus de vies possible. Et en troisième, sauver les jeunes au détriment des plus âgés. Donc, c'est une tendance globale, sachant que, bien sûr, il y a toujours des différences. Le sujet n'est pas simple. Ta langue a juste fourché un tout petit peu, Suzy. Le premier principe, c'est sauver les humains par rapport aux animaux. Ah oui, j'ai dit le contraire? Tu as dit par rapport aux enfants. Ah, pardon. Excusez-moi. Oui, merci Hélène. Donc, maintenant, si on regarde le logiciel Compass. Donc, ces logiciels calculent à partir des caractéristiques sociales et des antécédents du prévenu la probabilité de récidive. Donc, l'efficacité du logiciel, elle repose en fait sur le recueil de données sociales et l'établissement de corrélations. Or, il paraît problématique de prédire le comportement individuel à partir de données collectives. Donc, j'ai un exemple là-dessus. Par exemple, au Royaume-Uni, il y a eu une expérimentation, l'expérimentation ART avec un H, conduite en 2016 par des chercheurs de l'Université de Londres, qui avait pour objectif de reproduire des décisions du juge européen. Eh bien, cette expérimentation n'est pas parvenue à descendre en dessous des 20% de réponses erronées, ce qui est un taux trop important pour un outil de prise de décision qui impacte la vie humaine. Donc, l'intelligence artificielle, ça reste un miroir de nos représentations sociales et culturelles. Et c'est un outil puissant d'interprétation du réel avec un risque d'en amplifier les dérives et de renforcer les biais existants. Quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que pour le sondage sur Compass, en fait, Brisha avait été classé high risk, et alors que Vernon était un risque beaucoup moins élevé. Et en fait, dans les années suivantes, Brisha n'a été condamné à aucun crime, alors que Vernon, lui, a récidivé. Voilà pour les dilemmes. J'espère que vous avez pu appréhender la complexité des dilemmes et des décisions que l'IA va être amenée à prendre. Hélène, je te redonne la main. Merci beaucoup, Suzy. Alors, j'ai rapidement jeté un petit coup d'œil au chat, à la discussion instantanée pendant que tu présentais les résultats. Et pour celles et ceux que ça intéresse, il y a plusieurs personnes qui ont publié des liens vers dont Suzy et Sonia, bien sûr, mais pas seulement. Donc, c'est bien, il y a de l'échange d'informations pour aller un petit peu plus loin dans ces sujets. Alors, on arrive à la conclusion de notre café de l'IA, et puis on voulait ouvrir un petit peu sur un zoom, évidemment, sur les femmes et l'IA, et puis sur le futur. Donc, je vous ai mis à droite là un papier de recherche qui date d'il y a 3 ans, et qui est super intéressant parce qu'en fait, ce que l'équipe de chercheurs et de chercheuses ont fait, c'est qu'ils ont, on a parlé de l'implicit association test de Harvard, mais en fait, ils ont répliqué ça avec un entraînement d'IA, c'est-à-dire que nous, êtres humains, quand on prend l'IAT, on se rend compte qu'on a appris dans notre culture un certain nombre de biais. Eh bien, quand une IA est entraînée sur du texte, un corpus de texte, il développe les mêmes biais. Donc, on a vraiment des biais similaires. Donc, j'ai sélectionné les deux liés au genre. Donc, il y a un tropisme sur l'association femme-famille vu comme plus prégnant que homme-famille. Et puis, la même chose par rapport aux arts et aux mathématiques. Donc, sachant ça, qu'est-ce qu'on fait? On a grosso modo 2 solutions. On a plus de solutions que ça, mais grosso modo 2 solutions. La première qui est de dire on veut débiaiser ces modèles. Donc, on va regarder, en fait, détricoter tout ce qui va dans le sens d'un supérieur ou d'un inférieur ici. Et on va s'arranger pour soit changer le corpus de texte, soit les pondérations du moteur d'IA,
pour arriver à ce qu'il y ait une équivalence exacte entre l'association femmes-famille et l'association hommes-famille, par exemple. Sauf que quand on fait ça, eh bien, on altère les données, enfin, on altère l'historique. Et tout dépend de ce qu'on veut faire. Mais une deuxième manière de traiter ça, c'est de dire, ben, en fait, on ne camoufle pas, en fait, hein, on ne débiaise pas. Mais par contre, et donc ça, c'est la position de l'équipe de chercheuses et de chercheurs-là, mais par contre, on insiste sur la prise de conscience. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va mettre en production un moteur d'IA ou expérimenter avec un nouveau modèle ou expérimenter avec un nouveau jeu de données, il faut absolument tourner ces méthodes qui existent de détection des biais et les examiner et prendre une décision consciente. Parce que le pire, c'est de laisser les choses se faire de manière inconsciente. Et donc, c'est ce que les chercheurs et chercheuses auteurs de ce papier veulent dire quand ils disent la prise de conscience est préférable au camouflage, parce que si on cherche par exemple à étudier le déséquilibre de manière historique entre les hommes et les femmes liés à certains métiers, eh bien ça existe hein, et l'information est utile. Par contre, si ce qu'on cherche à faire, c'est du tri de CV pour un poste, là, c'est le contraire. Il faut qu'on annihile complètement ça. Donc, les ajustements doivent être dépendants du but poursuivi. Et c'est très important au moment où on crée une application de prendre une décision consciente sur ce qu'il faut faire. Et les méthodes, je vous ai dit, la recherche fourmille énormément dans ce domaine. Et en fait, on a de plus en plus de méthodes pour traiter ces sujets. Il ne faut juste pas glisser ça sous le tapis et puis le faire, quoi. Ce n'est pas optionnel. Et donc, nous, on a tous et toutes un rôle à jouer là-dedans, que nos entreprises soient fournisseurs d'IA ou utilisateurs, utilisatrices d'IA. Voilà le mot sur lequel on peut vous laisser. Alors, est-ce qu'on a le temps de prendre quelques questions? On était censé terminer à moins le quart ou à 14 Oui, à 45. Je pense qu'on a bien occupé le créneau. Merci à tout le monde. J'espère que vous avez été éclairés par ce que c'est que l'IA et les jeux de l'éthique et de l'IA. Merci, au revoir. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Et voici notre adresse si vous avez encore des questions.